Bienvenue donc dans cette première série de webinaires organisée par Acacia. Alors très rapidement, Acacia est une marque, hein. Nous sommes experts spécialistes en thé. Notre expertise est donc dans le domaine des plantes. Nous pensons qu'elles sont très utiles et parfois nécessaires pour entretenir la santé, pour l'améliorer. Mais nous sommes là aujourd'hui parce que Acacia est également engagé contre, contre certaines maladies que nombre de nos clients vivent au quotidien, notamment l'obésité, notamment certaines maladies cardiovasculaires, l'hypertension, mais surtout donc le diabète. Le diabète, moi personnellement, en tant que fondateur de la marque Acacia, est une maladie qui a touché un proche de ma famille, donc je sais un peu ce que c'est. Je connais les difficultés de cette maladie, je sais que c'est une maladie qui peut être très grave. Mais aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir dans ce panel des sachants, des professionnels du domaine de la santé, que sont Dr Conan, que je vais tenter ici. Alors, il faut que j'arrête, je vais arrêter la présentation. Je vais tenter de mettre Dr Conan en évidence. Je ne sais pas si c'est possible. Alors, je vais arrêter la présentation. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous voyez Dr Conan à l'écran. Madame Moukouri, vous le voyez? Non. Ah, Dr Conan, est-ce qu'il y a moyen de vous mettre... arrêtez, moi je vais arrêter la mise en évidence. Voilà, ça va être plus facile. Voilà, je mets Dr Conan en évidence. Donc, Dr Conan, bonjour. Donc, vous êtes chef de service à la microclinique du diabète, donc de l'hôpital général d'Anyama. Donc, le diabète est un sujet que vous connaissez fort bien en tant que spécialiste et en tant que diabétologue. Donc, bienvenue dans ce webinaire. Merci beaucoup. Merci, monsieur Assé. Alors, je vais aussi tout à l'heure introduire les autres membres de ce panel. Donc, nous avons Madame Moukouri, que je mets en évidence pour l'ensemble des participants, qui est naturothérapeute, hein, et qui est donc spécialiste, entre autres, de tout ce qui va être toutes les solutions que nous avons naturelles, hein, qui vont avoir un impact sur la santé. Et comme elle m'a dit, elle est en fait un éducateur donc de santé. C'est bien cela, Madame Moukouri? Effectivement. D'accord. En une minute, c'est quoi la naturothérapie pour que tout le monde comprenne un peu pourquoi est-ce que vous êtes sur ce panel? Alors, la naturothérapie, c'est l'utilisation de plusieurs techniques naturelles, vraiment que du naturel sans tout ce qui est chimique, en opposition avec la médecine conventionnelle, la médecine dite conventionnelle. Alors, la naturothérapie, c'est un ensemble de thérapies. D'accord. C'est un ensemble de thérapies. Et en fait, au niveau de la Côte d'Ivoire, on parle de naturothérapie. Mais moi, je suis naturopathe. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, ben, vous aurez l'occasion en tout cas de nous expliquer. Je vais expliquer parce qu'il y a une subtilité, quoi, en fait. Il y a une subtilité parce que la naturopathie, c'est 10 techniques naturelles. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, on ne parle pas de naturopathie comme on le dit en Europe. En Côte d'Ivoire, on parle de naturothérapie. Voilà. Qui englobe un ensemble de choses que j'expliquerai tout à l'heure. D'accord, très bien, d'accord, très bien. Alors, je reprends la main très rapidement. Donc bienvenue à tout le monde. Écoutez, je vais donc d'entrée de jeu donc partager avec vous. Allô, Madame Moukouri, vous dites quelque chose? D'accord. Donc d'entrée de jeu, je vais partager quelques statistiques avec vous
qui sont assez inquiétantes sur le diabète. Le diabète, ce serait à peu près une dizaine de milliers de morts en Côte d'Ivoire chaque année depuis 2016, des maladies, donc des morts, des décès liés donc au diabète. Le diabète, c'est à peu près 20 millions de personnes qui en souffrent et ça pourrait monter à des chiffres astronomiques, plus de 150% de croissance dans les 20 prochaines années en Afrique. Donc, sans plus tarder, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, docteur Conan, est-ce que vous pourriez, et je vais poser la question à tout le monde tout à l'heure, mais est-ce que vous pourriez, vous, dans un langage scientifique, mais aussi que tout le monde puisse comprendre, concrètement, le diabète, qu'est-ce que c'est? D'accord. Bonsoir, Monsieur Assé. Bonsoir, Madame Oukouri. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, chers participants à ce webinaire. Tout d'abord, avant de répondre à la question de M. Assé, je voudrais lui réitérer tous mes remerciements pour ce webinaire et dire merci à tout un chacun. Nous le rappelons encore, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète. Aujourd'hui, le 14, on célèbre tous les 14 novembre. Et donc, nous sommes invités à donner notre avis, donner quelques mots sur le diabète. Alors donc, Monsieur Assé me demandait qu'est-ce que c'est que le diabète. Les définitions ont progressé. Les définitions ont progressé depuis que nous étions à l'université jusqu'à aujourd'hui. Les définitions ont progressé. Nous sommes aujourd'hui à cette définition-là. Le diabète étant une affection métabolique caractérisée par la présence d'une hyperglycémie chronique résultant d'une déficience de sécrétion en insuline ou bien d'une anomalie de l'action de l'insuline sur les tissus cibles, du fait d'une résistance, d'une résistance à cette insuline. Donc, si je peux rappeler, je peux répéter cette définition et puis je vais essayer d'expliquer un peu. Je reprends. Le diabète est une affection métabolique. C'est un mot précieux, caractérisé par la présence d'une hyperglycémie. Ça aussi, c'est un autre mot. Et cette hyperglycémie est chronique. Okay. Maintenant, ça peut être dû à un manque d'insuline ou bien dû à une anomalie de l'action maintenant de l'insuline. C'est-à-dire que l'insuline est présente, ça ne travaille pas, ou bien le premier cas, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, mais le second cas, il y a l'insuline, mais ça ne peut pas faire ton travail. Voilà la définition qu'on peut donner au diabète actuellement. C'est-à-dire que c'est une affection métabolique caractérisée par une hyperglycémie chronique due à un manque d'insuline ou due à une anomalie de l'action de l'insuline même quand elle est présente. D'accord, très bien. Alors moi, je vous ai dit que je vais faire partie de ceux qui ne savent pas. Donc, je vais poser les questions simplement. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce que c'est que l'insuline, dans un premier temps, pour que tout le monde puisse comprendre? Et qu'est-ce que c'est que la glycémie? Est-ce que vous pouvez très simplement, le plus simplement possible, définir ces deux termes, insuline et glycémie? D'abord, je veux éclaircir, parler du deuxième thème avant de parler du premier. Et la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang de l'homme, ou bien dans le sang de toute personne, d'un être vivant. C'est le taux de sucre dans le sang. On parle de glycémie lorsqu'on parle de taux de sucre dans le sang. Oui. Et on parle de diabète lorsque ce taux de sucre dans le sang dépasse un certain seuil. On va vous rappeler tout à l'heure. Donc, quand ça dépasse... Allez-y, qui est de combien à peu près? Voilà. Quand le taux de sucre, puisqu'il y a plusieurs éventualités, quand le taux de sucre dépasse 1,26 grammes par litre, on parle de diabète. Le taux de sucre dépasse 1,26 grammes par litre dans le sang, on parle de diabète. Donc, c'est lorsqu'on a jeûne, depuis plus de 8 heures, après 8 heures de jeûne, et on fait la glycémie, c'est supérieur à 1,26 grammes par litre, on parle de diabète.
Il y a d'autres éventualités. Bon, on revient maintenant à l'insuline. L'insuline, c'est une hormone. C'est une hormone qui est dans le sang. Son rôle, c'est de faire diminuer le taux de sucre dans le sang, de faire baisser la glycémie dans le sang d'une personne. Lorsque tu as mangé beaucoup sucré et que c'est stocké dans le sang, l'insuline est sécrétée pour faire baisser ce taux-là. Et puis, à un certain moment, ça va s'équilibrer, ça va devenir normal, inférieur à 1,26. Ça, c'est le rôle de l'insuline. Mais il arrive que l'insuline n'arrive pas à jouer ce rôle de faire baisser le taux de sang, le taux de sucre dans le sang, et cela doit nous emmener, et que lorsque ça a perdu, parce qu'on parle de chronicité, lorsque ça a perdu, on parle maintenant de diabète. D'accord. Voilà. Donc, si je résume, c'est que dans le sang, il y a normalement une certaine quantité de sucre en grammes. On parle même de 1,26 grammes. Donc, c'est comme si on pouvait le peser. Voilà, dans 1 litre de sang, c'est qu'il doit y avoir, d'après ce que vous me dites, 1,26 grammes de sucre dans le sang. Et que quand ça excède cette limite, notamment quand on la mesure à jeun, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, qu'on n'a pas mangé, qu'on va prendre une prise de sang, on voit qu'on est au-delà de cette limite, on peut parler d'un diabète. Oui. Et normalement, ce que vous dites, c'est que l'insuline, qui est une hormone, je crois qu'elle est produite par le pancréas, c'est bien ça? Oui. Bon, donc c'est une hormone qui elle, vise en fait à cadrer, donc à cadrer cette quantité de sucre dans le sang pour ne pas qu'elle dépasse, entre guillemets, cette limite. C'est Je m'excuse, concernant le lieu de sécrétion de l'hormone, de l'insuline, c'est le pancréas. Ce n'est pas le foie, c'est le pancréas. Le pancréas, voilà, tout à fait, le pancréas. Voilà, c'est le pancréas. D'accord. Maintenant, je vais poser une question toute simple. Tout ça, c'est bien. Je pense que beaucoup de personnes entendent ça, la glycémie, à jeun, etc., l'insuline. Mais ça ne nous a toujours pas dit, excusez-moi, ça c'est une définition qui est assez scientifique, mais concrètement, le diabète, c'est quoi? Je veux dire, qu'est-ce que ça fait finalement d'avoir plus de 1,26 grammes de sucre dans le sang à jeun tous les matins? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent concrètement quand on a un diabète? Bon, là, ça nous bascule au niveau des symptômes, bien des signes qui vont amener quelqu'un peut-être à aller faire un dépistage, une glycémie pour savoir si on est diabétique ou pas. Bon, les différents signes, on parle des signes cardinaux, les différents signes qu'on peut avoir. Actuellement, tu peux ne pas avoir un signe et puis on vérifie ta glycémie, c'est élevé. Donc, on peut donner des signes, mais à tout moment, et pour un diagnostic, une prise de sang de routine, et puis on découvre qu'on est diabétique. Bon, bah, là, on met à côté. Mais il y a quelques signes au moins qui peuvent amener quelqu'un à aller faire son test de glycémie. Par exemple, une personne qui peut uriner plus de 10 fois, 20 fois dans la journée. C'est-à-dire qu'à chaque heure, la personne va uriner, qui n'a pas de problème de prostate, un homme qui n'a pas de problème de prostate, c'est une femme, il n'y a pas de souci, qui n'a pas de problème. Et à chaque heure, il cherche à uriner, va uriner même parce que lorsqu'il ne va pas, il ne se sent pas à l'aise. De deux, cette même personne va uriner, mais va boire encore assez d'eau. Il aura toujours soif. Il aura besoin de boire de l'eau. Donc, pendant que tu bois l'eau, au même moment, tu t'en vas uriner. Et cette même personne peut sembler fatiguée ou bien est fatiguée à tout moment. Tout fatigué, on n'a pas de asthénie. Polyurie pour les urines, polydipsie pour le fait de boire assez d'eau, et puis les fatigués. Et dans certains cas, la personne mange même beaucoup. Mange beaucoup. On parle de polyphagie. Ensuite, ça peut amener cette personne aussi à maigrir. Il y a un amaigrissement qui se produit. La dernière fois, j'ai reçu une personne qui, en l'espace d'un mois, a perdu 30 kilos. Un mois, a perdu 30 kilos. Donc, polyurie, le fait de
uriner beaucoup, polydipsie, le fait de boire assez d'eau, beaucoup d'eau, environ 3 à 4, 5 litres même. C'est ça. Polyphagie, le fait d'avoir faim, de chercher à manger, et paradoxalement, cette personne maigrit et est fatiguée. Quand il y a ces signes, voilà, vraiment, ça peut nous emmener vers un diabète. Et donc, on va faire le dépistage. D'accord. Alors, je vais poser la question à Madame Moukouri tout de suite, enfin bientôt, quand si elle pourra, elle nous donner une autre idée de ce que c'est que pour elle un diabète. Mais je voulais revenir sur quelques symptômes. Alors, pour nous les garçons, moi j'ai entendu par exemple que quand vous avez un diabète, normalement un garçon sain, un individu sain qui se réveille le matin, il a très souvent une érection. Hein, donc une érection. Et j'ai entendu dire que lorsque vous souffrez de certaines pathologies, notamment le diabète, vous pourriez avoir du mal, par exemple, à avoir cette réaction matinale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bon, au niveau du diabète, ce n'est pas forcément matinal. Hein. Au niveau du diabète, le diabète dans son évolution a une atteinte des nerfs, et des vaisseaux sanguins. Alors que l'érection est commandée par ces deux éléments, par le nerf et par les vaisseaux sanguins. Une personne qui a une bonne érection, ça veut dire que le sang rentre bien dans la verge et il y a un système de blocage du retour sanguin, ce qui maintient la verge rigide. Et tout cela est commandé par les nerfs. Maintenant, quand vous avez le diabète, il y a les neuropathies dont les nerfs sont atteints, ils n'arrivent plus à gérer leur rôle. Il y a des artériopathies, les artères sont atteintes, ça ne joue plus le rôle. Donc, pendant que tu n'auras pas peut-être ton érection matinale de 4h, 5h, 6h du matin, par la même occasion, tu ne veux même pas faire des rapports sexuels parce que cette fonction-là atteint. On tend vers la faiblesse sexuelle. La faiblesse sexuelle. D'accord. C'est assez grave ce que vous décrivez parce que si les nerfs commencent à être atteints, que les artères commencent à être atteintes, il y a un ensemble de fonctions vitales. Je pense au fonctionnement des reins, je pense aux yeux, je pense à tout. Cœur, cerveau. Oui, on peut. Allez-y. Oui, non, je dis que je vais citer les organes qui peuvent être atteints lorsque on a le diabète. Donc, vous avez cité les reins. Donc, j'étais en train de compléter le cerveau, le cœur, voilà. Et puis, bon, les vaisseaux un peu éloignés, les petits vaisseaux. Donc, c'est ça qui va vers, ou bien qui vont vers le côté sexuel. Et puis, au niveau des jambes, des pieds, ça va créer des artéropathies qui vont entraîner des plaies. Et à la longue, ça fera qu'on sera obligé d'amputer la jambe, un orteil, 2 orteils, une jambe de quelqu'un. Donc, quand vous avez par exemple une plaie qui ne guérit pas, qui ne guérit pas, un mois, 2 mois, 6 mois, ça ne guérit pas. Oui. Une plaie qui ne guérit pas, ça veut dire que quand le système de, comment on appelle ça, la cicatrisation est aussi commandé par les vaisseaux et par les nerfs. Et quand ces deux éléments sont atteints, c'est fini, quoi. Donc, pour qu'il y ait une régénération vasculaire, une régénération de la chair, de la peau, tout ça là, tout est déséquilibré. Et vraiment, pour que la plaie se guérisse, c'est vraiment très lent, très, très lent. Et ce qui va amener à l'amputation. Ce qui peut conduire à l'amputation. Très bien, merci, docteur Conan. Je vais essayer de donner la parole à Madame Moukouri, notre naturothérapeute. Alors, Madame Moukouri, j'essaie de vous retrouver. Elle est là. Je crois qu'elle est là. Voilà, vous la voyez, n'est-ce pas, docteur Conan? Vous la voyez sur l'écran? Oui, je la vois. D'accord. Je suis là. Madame Moukouri, voilà, on a un peu
essayé de déblayer un peu le tableau ou de le brosser, si vous voulez. On a défini un peu le diabète scientifiquement. On a essayé d'expliquer un peu ce que c'est. On a expliqué un peu certains symptômes, ce que ça peut créer. C'est assez grave, finalement. Pour vous, naturothérapeute, euh, pour vous, c'est quoi un diabète? Comment est-ce que vous le définissez? Est-ce que vous avez une autre définition de cette maladie? Alors, merci, Monsieur Atsé. Déjà, je reviens sur ce que c'est que la naturopathie pour qu'on comprenne mon intervention, quoi, en fait, avant d'arriver à la définition. Alors, la naturopathie fait partie des médecines complémentaires à la médecine conventionnelle, c'est-à-dire qu'à la médecine que pratique le docteur Conan. Et pour la naturopathie, on va prendre l'homme dans sa globalité. On va prendre l'homme dans sa globalité et on va aller chercher le point de départ de la maladie. Donc, on va étudier le terrain de l'homme, c'est-à-dire l'éducation qu'il a reçue, parce que notre santé dépend aussi de l'éducation que nous avons reçue, parce qu'on va hériter d'un ensemble de façons de faire qui va avoir un impact sur notre santé. Maintenant, l'environnement actuel dans lequel on vit va également avoir un impact sur notre santé, va également avoir un impact sur notre santé. Donc, le naturopathe, lui, se base pour la santé sur 3 piliers: la nutrition, la gestion des émotions et l'activité physique, qui font vraiment les piliers de l'hygiène de vie. Alors, dans l'entame, vous avez dit, et à juste titre, que je vous avais dit que je suis éducateur de la santé. C'est le premier rôle que l'OMS a donné aux naturopathes. Le naturopathe, il ne pose pas de diagnostic. Le naturopathe, il ne pose pas de diagnostic. Il est un éducateur de la santé. Donc, lui, il travaille sur la personne en bonne santé pour que la maladie ne survienne pas, pour qu'il n'y ait pas de maladie. OK? Alors, si le cadre de mon intervention est planté, je vais non pas donner une définition au diabète, parce que elle est la même, la définition, elle est la même que celle que le docteur Conan a donnée, parce que nous aussi, on va parler d'un dysfonctionnement du métabolisme des sucres dans l'organisme. Donc, nous, on va aller voir pourquoi est-ce qu'il y a un dysfonctionnement. Et on a 3 piliers pour ça: la nutrition, donc l'hygiène nutritionnelle, parce qu'il y a toute une diététique qui se met en place, il y a toute une hygiène qui se met en place, qui peut être héritée et tout ça. La gestion des émotions, comment est-ce qu'on gère tout ce qui est psychologique, tout ce qui est émotionnel, et est-ce qu'on est sédentaire ou pas. Voilà. Maintenant, pour revenir à la définition du docteur Conan, parce que la mienne serait exactement la même chose: dysfonctionnement du métabolisme des sucres. Je veux juste revenir au niveau de ce dysfonctionnement-là, parce que c'est là où l'action du naturopathe va se situer pour l'éducation et la prévention. Oui. Alors, on a parlé d'insuline. L'insuline a été très bien définie par le docteur. C'est une hormone. Mais nous, en naturopathie, cette hormone, on l'appelle une clé. Parce que c'est la clé qui va ouvrir la cellule pour que la cellule puisse absorber le sucre présent dans le sang et pour que ce sucre-là puisse être transformé en énergie. Énergie qui sera utilisée par l'organisme. Cette énergie-là sera vraiment utilisée par l'organisme dans d'autres métabolismes. Alors, je me permets de faire une précision, de vous permettre de refaire la précision. Donc, pour la première fois, vous nous expliquez que le sucre, c'est la source d'énergie pour le corps. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui, c'est une source d'énergie pour le corps. On en a besoin. On en a besoin parce que c'est une source d'énergie. Donc, sans le sucre, on ne peut pas vraiment fonctionner? Non. C'est un peu comme le carburant qu'on met dans une voiture? Exactement. Mais quand on en a trop, ça pose problème. Justement, quand on a trop, ça pose problème. Alors, nous, on a un mantra en naturopathie
qui dit que en fait, c'est l'exagération qui est à la base de tout dysfonctionnement. Donc, c'est parce que je vais avoir un comportement exagéré, ça veut dire j'aime trop quelque chose, je vais le prendre à l'excès, c'est cet excès-là qui va, voilà. Maintenant, quand j'ai dit tout à l'heure, l'insuline était la clé. Oui. L'insuline était la clé pour ouvrir la cellule, pour que la cellule puisse absorber ce sucre-là qui va être transformé en énergie, pour nourrir les cellules. Parce que au final, c'est ça, en énergie pour nous donner de la force et tout. Donc, il y a tout un métabolisme qui se met derrière. Maintenant, le docteur Conan, tout à l'heure, il a parlé de deux pistes. En fait, je vais appeler ça piste, de deux pistes, c'est-à-dire, premièrement, le diabète viendrait du fait que le pancréas produise une insuline de mauvaise qualité. Donc, c'est à ce niveau-là que nous, naturopathes, on va agir. Comment protéger le pancréas pour qu'il continue, donc le pancréas, à travers une bonne hygiène de vie, pour qu'il continue à donner une insuline de bonne qualité. Maintenant, il y a la deuxième piste qui est celle c'est-à-dire celle de la mauvaise assimilation, de l'insuline. C'est-à-dire que l'insuline, elle est bien produite, elle est de bonne qualité, mais elle est là dans le sang, mais elle ne joue plus son rôle de clé. Alors, nous, on parle d'un dysfonctionnement, voilà, c'est du deuxième niveau. Donc, c'est le deuxième niveau de diabète. Donc, pour nous, il y a quelqu'un qui fera le diabète parce que son pancréas ne fonctionne pas bien. Voilà. Quelle est son hygiène de vie à ce niveau-là? Et il y a quelqu'un d'autre qui fera du diabète parce qu'il a un défaut d'assimilation de son insuline, donc du sucre. Donc, l'insuline est là, la cellule est là, le sucre est là, les trois éléments se baladent dans le sang et ils ne se marient pas pour être terre à terre. Être terre à terre. C'est assez intéressant comme perspective. Ça, c'est notre approche, en fait. Ça, c'est notre approche. Je vais poser la question à docteur Conan de savoir docteur Conan, donc deux approches de la même maladie. Donc, quand on diagnostique un diabète, on a besoin d'aller un peu plus loin, de savoir ce diabète est dû à quoi? Est-ce que c'est le pancréas qui fonctionne pas bien? Est-ce qu'il fonctionne bien, mais c'est l'insuline qui réagit pas? Quelle est votre perspective sur cet aspect? D'accord. Encore une fois, merci beaucoup. On revient là-dessus. Les deux éléments qui sont dans la définition vont nous orienter vers les deux types de diabète que nous connaissons globalement. Lorsque il y a un déficit en insuline, c'est un diabète de type 1. Lorsque c'est une anomalie du fonctionnement de l'insuline, on parle de diabète de type 2. Voilà. D'accord. Donc, lorsque on va découvrir qu'une telle personne est diabétique, souvent, en Côte d'Ivoire, il y a des éléments qu'on n'arrive pas encore à doser pour pouvoir savoir si la personne est de type 1 ou de type 2. Mais c'est dans notre approche thérapeutique, au moment où on est en train de soigner la personne, qu'on saura que telle personne est de type 1 ou bien telle autre est de type 2. Sinon, pour savoir qu'une personne a le diabète de type 1, il y a un élément qu'on recherche dans le sang qu'on appelle la C-peptidémie. Et ça, là, en Côte d'Ivoire, pour le moment, on ne le fait pas. Et ce n'est pas si on le fait au Cameroun, comme Mme Moukourie là. On ne fait pas, lorsqu'on demande souvent, c'est un seul laboratoire ou bien on envoie en Europe pour aller faire. Donc, nous, on n'arrive pas à le faire. Et donc, dans l'approche thérapeutique, lorsqu'une personne diabétique vient, on lui donne un traitement par voie orale. On appelle les antidiabétiques oraux ou bien les anti-hyperglycémiens oraux. Si on donne ce traitement, que ça marche, on se dit que c'est une personne qui a un diabète de type 2.
Mais quand on donne ce même médicament, ne marche pas, c'est que la personne a besoin de l'insuline elle-même. Donc, on peut dire, en guillemets, que cette personne est diabétique de type 1. Parce que lui, il a forcément besoin de l'insuline quotidiennement pour pouvoir survivre. Vous voyez? Donc, pour lui, son diabète résulte du manque même de production de l'insuline par le pancréas. Alors que celui à qui on donne des comprimés et qui aide l'insuline à sécréter, c'est-à-dire que la personne a bel et bien de l'insuline, mais qui n'arrive pas à jouer son rôle. Lorsqu'on donne des comprimés pour arriver à jouer le rôle, aider l'insuline à travailler, ça, c'est le diabète de type 2. De type 2. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, selon les statistiques, 90% des diabètes que vous rencontrez dans vos services dans le monde seraient de type 2. 2, oui. Donc, en fait, donc, ça veut dire que l'insuline fonctionne. Enfin, vous avez de l'insuline, que le pancréas sécrète cette insuline normalement. Mais avec ce que Mme Moukouri a expliqué, en fait, et ce que vous dites, c'est que finalement, la clé ne marche pas. C'est-à-dire que... Il y a un élément qui est là qui bloque. Il y a plusieurs éléments qui bloquent. Qui bloquent. Et ces éléments sont souvent connus. D'accord. C'est souvent connu. Oui, c'est pratiquement dû à la production, à l'hyperproduction dirons, bon, globalement des graisses. Des graisses. Hein, on va parler des cholestérols et autres, cholestérol, triglycérides et autres, hein, dû au surpoids, à l'obésité. Donc, lorsqu'il y a des graisses, surtout des obésités androïdes, hein, selon l'obésité androïde, hein, où l'abdomen est bédonnant, est gros, il y a au moins une ceinture de graisse qui existe là. Et ces types de graisse-là empêchent l'insuline de jouer réellement son rôle. C'est ces genres de graisse-là qui empêchent l'insuline de jouer son rôle, surtout les graisses abdominales. Maintenant, il y a d'autres types de graisses qui peuvent intervenir, mais en général, c'est les graisses abdominales qui vraiment sont les premières graisses qui empêchent l'assimilation de l'insuline. Pourquoi la graisse abdominale en particulier? C'est des études. Là, aujourd'hui, là, je ne peux pas, si Mme Moukouri peut donner une réponse à ça, mais je n'ai pas une réponse vraiment pour ça aujourd'hui. Mais les études ont montré que c'est la graisse abdominale. Il peut y avoir des graisses au niveau des fesses dans l'obésité gynoïde, mais c'est les graisses en général au niveau abdominal, hein, qui vraiment empêchent l'insuline de jouer son rôle. D'accord. Madame Moukouri, est-ce que vous auriez un élément de réponse, enfin, de votre point de vue? Est-ce que vous arrivez à dire, selon tel ou tel type de personne qui vient vers vous, vous êtes un diabétique de type 2 et votre graisse abdominale est responsable de votre diabète? Ça marche comme ça ou c'est un peu plus compliqué? Alors, monsieur Atsé, madame, c'est très compliqué, très compliqué à dire, mais toujours est-il que le métabolisme des graisses est très présent en fait dans le développement du diabète. Et on va être amené à parler du foie. On va être amené à parler du foie parce que le foie entre vraiment en première ligne dans le métabolisme des graisses et dans le métabolisme d'un sucre qu'on va appeler le fructose. Alors, ce sucre-là, généralement, il est plus sucrant que le sucre blanc, hein, que le sucre blanc. Ce sucre-là, il n'est traité que par le foie. Aucun autre organe, non, c'est le foie qui va traiter ce sucre et il est très sucrant. Alors, le fructose, juste pour préciser, c'est le sucre qu'on a dans les fruits. Le sucre qu'on a dans les fruits. Donc, on a vite un foie qui va s'engorger quand on prend beaucoup de jus de fruits, par exemple. Les jus de fruits, c'est bien, mais il faut les prendre à un moment où on pourra brûler ces graisses-là. Donc, je reviens un peu parce que je parle de fructose et je parle de graisse. Alors, le fructose, au niveau du foie, une fois qu'il va arriver au foie, il va être transformé en glucose pour être utilisé par l'organisme.
Et si il y en a trop, si le foie est engorgé de fructose, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire du glucose et il va faire du glycogène. Le glycogène étant la forme stockable du glucose. Et le glycogène, c'est sous forme de graisse. Donc, la graisse, en fait, c'est la réserve d'énergie. C'est la réserve d'énergie voilà, pour le corps. Alors, pour venir à la graisse abdominale, c'est vrai que ça dépend du métabolisme, du terrain. Ça dépend du terrain et de la génétique de certaines personnes, mais il n'en demeure pas moins qu'on prend vite du poids au niveau de la bande abdominale. Et parfois, ce poids ne se voit pas, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment visible immédiatement. Donc, quand ça commence à être visible, ça a déjà engorgé à l'intérieur, en fait. Oui, c'est ça. Ça a déjà engorgé à l'intérieur. Donc, vraiment, la bande abdominale, c'est vraiment la grosse bande de stockage. Vraiment la grosse bande de stockage. Maintenant, certaines personnes ont la chance d'avoir un métabolisme rapide, un métabolisme de base rapide, c'est-à-dire qu'ils vont brûler les graisses plus rapidement que les autres. Donc, alors, cette bande-là se met moins vite en place. Je vais essayer de faire un lien entre tout ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est là où ça devient intéressant pour tout le monde. Le diabète, c'est complexe, on l'a bien compris, mais sans vouloir rentrer dans tous les détails techniques. En gros, ce que vous nous dites, ce que vous avez dit tout à l'heure et ce que vous dites maintenant, c'est qu'il y a un lien de facto entre notre alimentation, qui nous apporte du sucre, de l'énergie dont le corps a normalement besoin pour fonctionner, notre capacité à métaboliser ce sucre, donc au travers de clés comme l'insuline qui va prendre ce sucre et le métaboliser, voilà. Et le taux de graisse qui, lui, s'il est trop élevé, en gros, conduirait au fur et à mesure, donc c'est-à-dire que j'imagine que ça se passe dans le temps, conduirait au fur et à mesure au développement de cette insensibilité à la clé dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. Est-ce que c'est un peu ça? Voilà, je vous redonne la parole à Madame Moukouri et à Docteur, mais en gros, est-ce qu'on peut faire ce lien quasiment direct entre un trop-plein finalement d'énergie qui viendrait de la nourriture et une sorte de dérèglement graduel de notre capacité à stocker ce sucre en graisse ou... C'est quoi le lien entre nourriture, habitudes alimentaires, entre guillemets, graisse et sucre et diabète? Alors, je ne sais pas si... Docteur Conan, je vous laisse répondre d'abord. Il n'y a pas de souci, comme vous avez la parole. D'accord. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé du foie. Souvent, quand on parle de diabète, on ne voit pas directement le foie. On ne voit pas l'impact que le foie pourrait avoir sur le diabète. Alors, le foie, dans le métabolisme des graisses, va vraiment jouer un rôle important. Va vraiment jouer un rôle important parce qu'il a également un rôle de filtration. Donc, il va filtrer. Et c'est au niveau du foie que le glycogène est fabriqué et stocké. C'est le foie qui fait cette grosse usine-là, qui fait ce travail-là. Donc, lorsque le foie il est engorgé et qu'il ne peut plus faire un bon traitement des graisses, un bon traitement des graisses pour être terre à terre, il aura tendance à stocker. Et ça, c'est le propre de l'organisme. Une fois qu'il est engorgé par quelque chose, pour établir l'homéostasie, c'est-à-dire que l'équilibre vital, il va stocker et il va trouver les moyens de stocker. Donc, que ce soit le sucre blanc arrivé par l'alimentation normale, c'est-à-dire le sucre de canne, tout ce que nous prenons en termes de sucre, c'est-à-dire même les amidons, parce que tout ce qui est amidon finit par être transformé en sucre. Tout ce que nous mangeons finit par être transformé en sucre. Ce n'est pas que le sucre en carreau.
C'est ça. Ça veut dire, ce n'est pas que le sucre en carreau. Tout ce qui est féculent, amidon, tout ce qui génère de l'amidon et tout ça, finit par être transformé en sucre. Et quand ça arrive beaucoup trop, au niveau du foie, quand il va filtrer le foie, quand le foie, lui, va faire son travail de filtre, ce qu'il fera, c'est que tout ce qui est en trop, il va le stocker en graisse. Il va le stocker en graisse. Et cette graisse-là, justement, c'est-à-dire, elle vient engorger la cellule, quoi, en fait. Un peu, ça se passe, je ne sais pas comment imager ça, c'est-à-dire, c'est un peu comme une dragée. Voilà, si on prend l'image de la dragée de mariage, je pense que tout le monde a déjà vu comment est fait la dragée de mariage. Quand on casse la dragée de mariage, on a l'amande à l'intérieur. C'est ça. Ensuite, on va avoir le premier nappage qui est fait, qui est blanc au-dessus, et on va avoir le nappage de décoration, c'est-à-dire la couleur qui est au-dessus. Donc, on va avoir 3 couches. Donc, c'est un peu ça que la graisse va faire. On va avoir le noyau qui est la cellule là, qui va se retrouver recouvert par ces films de graisse là, qui vont rendre ces membranes, rigides, en fait. Qui vont rigidifier ces membranes-là. En sorte qu'il ne peut plus absorber. Je ne sais pas si l'image de la dragée un peu vous vient à l'esprit. Ouais. Voilà, pour essayer un peu. En fait, c'est ce qui se passe, quoi, en fait, parce que tout ce qu'on va manger va être transformé en sucre. Il va y avoir des oligo-éléments, des vitamines, des fibres et tout ça. Une fois que tout ça est décomposé, tout ce qui est amidon, tout ce qui est le terme m'échappe un peu, mais tout ce qui est amidon et tout ça, ça va être transformé en sucre. On a plusieurs types de sucre. On a les monosaccharides, les disaccharides, et ça se retrouve dans notre alimentation avec de jolis noms. Voilà, avec des féculents, ça va avoir de très jolis noms et de très belles présentations. Voilà, comment vous percevez tout ça? Dites-moi. Bon, tout à l'heure, elle parlait du libage de la dragée. En général, ça donne la maladie qu'on appelle la stéatose hépatique. Revenons à la question, ça fait le lien déjà directement entre la nutrition et le diabète. Vous savez que l'homme a un besoin énergétique journalier. Et lorsque, malheureusement, on dépasse ce besoin et qu'on ne dépense pas par les activités sportives, il va y avoir un stockage. Chaque fois qu'il y aura stockage, et le stockage principal au niveau du corps humain, c'est en graisse. C'est la graisse. C'est en graisse. Tout va se stocker sous forme de graisse. Même si on prend des protéines, quand ça va se stocker, c'est en graisse. Si c'est des glucides, quand ça va se stocker, c'est en graisse. Si c'est les lipides, quand ça va se stocker, c'est en graisse. Tout ça va se stocker en forme de graisse. Et chaque fois maintenant, on va chercher à les utiliser. Mais si on ne les utilise pas, quand c'est stocké, ça crée maintenant, ça empêche maintenant la bonne action de l'insuline dont on vient de parler et ça va engendrer le diabète. Alors, je précise, je précise, Dr Konan, que vous êtes aussi un nutritionniste, donc un spécialiste de la nutrition. Donc, c'est assez intéressant. J'essaie de résumer. Donc, avec Madame Moukouri, on a commencé à faire le lien effectivement entre nourriture, graisse, sucre et diabète. Et en gros, là, vous nous dites, en fait, il y a aussi un lien avec finalement l'activité physique, le niveau d'activité physique. Oui. Hein? Oui. Donc, donc, en gros, on peut beaucoup manger, entre guillemets, quand on est capable de dépenser beaucoup. C'est clair. Mais attention, alors je vois Madame Moukouri qui commence à... Mais attention à ne pas trop manger quand même, parce que si on n'est pas en mesure de dépenser autant, donc pour toutes les personnes
Alors, nombre de nos clients, nous, sont des cadres, hein. Ils font partie de la classe moyenne, la classe aisée, et donc ils sont dans des zones urbaines, ils se lèvent le matin, ils vont au travail, ils sont assis devant un ordinateur, ou ils font quelques pas dans les bureaux, ils remontent dans leur voiture ou le transport en commun et ils reviennent à la maison. Donc finalement, une bonne partie est sédentaire. Avec, on entend souvent, on n'a pas le temps, effectivement, on n'a pas le temps de faire de l'exercice physique, on n'a pas le temps de faire le sport comme on le faisait avant quand on était plus jeune. C'est ça qui crée cette flambée qu'on voit dans les statistiques ou cette flambée annoncée de cas de diabète dans les statistiques. Est-ce qu'on peut faire ce lien? Oui, oui, ce lien est déjà fait. Il y a longtemps, ce lien est déjà fait. C'est le changement de comportement, le changement de manière de vivre, le changement de manière de... Tout à l'heure, vous savez, vous voyez que le cadre moyen dont on vous parlait, maintenant, on ne mange plus à midi à la maison. Quand on va au travail le matin, on ne mange plus à midi à la maison. On mange au lieu de travail, à un restaurant quelque part, et c'est pas ce que nous, on veut manger qu'on prépare pour nous donner en ce lieu. Et donc, tout cela va faire que on ne va pas pouvoir dépenser ce qu'on a utilisé. Ça va faire qu'on ne va pas pouvoir dépenser. Anciennement, et moi, je voyais mon grand frère partir au travail dans les années 80, 86, 90, par là. Il va au travail à midi, il revient, et puis le soir, il repart. Maintenant, nous, on a commencé à travailler là. Quand on vient au travail, c'est à part peut-être les instituteurs, même les instituteurs, même à certains même qui restent au travail, voilà. À part les instituteurs où ils ont un temps de repos bien, bien précis, par le reste là, ils mangent dehors. Et manger dehors signifie vraiment à grande échelle que tu ne vas pas bien manger, tu ne vas pas manger équilibré forcément, et puis l'utiliser quand il faut. Parce que là où tu manges dehors, tu ne peux pas imposer vraiment, ou bien tu ne peux pas demander ce que toi tu veux qu'on prépare. Tu ne vas manger que ce qu'on te propose. Tout à fait. Ce qu'on te propose que tu vas manger. Et c'est pas ce que toi tu demandes qu'on te fait. Donc, souvent, c'est un peu difficile pour toi de manger ce qu'il faut, ce qui est équilibré pour que vraiment ce ne soit pas trop salé, trop sucré, trop gras pour ne pas avoir. Donc, il y a une transition, on appelle ça la transition épidémiologique et autres, une transition. Et au fur et à mesure, notre manière de faire les choses, manque de sport, la manière de préparer, les fast-food, tout cela, vraiment, bon, c'est un peu beaucoup. Le diabète et puis la nutrition ont leur fondement culturel ou bien culturel jusqu'à ce que vraiment on en arrive là. Donc, c'est ce changement-là qui fait que vraiment le diabète en résulte le plus facilement possible. Madame Boukouri, vous êtes, je pense, d'après ce que vous disiez tout à l'heure, que vous êtes plutôt d'avis avec Dr Conan, puisque vous parlez tout à l'heure d'un héritage, d'une certaine culture de la nourriture. Donc, de votre point de vue, pour parler de la Côte d'Ivoire en particulier, est-ce qu'on mange bien? Alors, l'alimentation est très subjective, hein. L'alimentation est très subjective et dépend vraiment de chaque individu, de chaque famille. Dépend à un côté émotionnel, un côté plaisir, ok? Et là, je vois qu'on entre vraiment déjà dans comment éviter le diabète. Voilà. le diabète, d'accord? Comme toute maladie métabolique et toute autre maladie d'ailleurs, il faut être acteur de sa santé. Il faut prendre conscience qu'on est le premier acteur de sa santé. C'est la première prise de conscience qu'il faut prendre. Maintenant, quand on a pris conscience qu'on est acteur de sa santé, on fera forcément plus attention sur ce qu'on mange et comment notre corps réagit face à ce qu'on mange. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que c'est très subjectif parce que les goûts ne se discutent pas. Les goûts ne se discutent pas, mais il y a des principes
et des préceptes qui font en sorte qu'on reste plus ou moins dans ce qui est cadré. Tout à l'heure, on a évoqué déjà les apports journaliers recommandés. Oui. On conseille de manger de tout, mais en respectant, c'est-à-dire en s'assurant qu'on aura tous les éléments, c'est-à-dire qu'on respecte les apports journaliers recommandés, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas d'excès en particulier. Alors, à partir de là, la façon de faire le menu, parce que je dis que l'alimentation est aussi culturelle. L'alimentation est aussi culturelle. Ça veut dire qu'avec les éléments qu'on a selon notre culture, ce qu'on fait, quand on a pris conscience qu'on est acteur de sa santé et que la nutrition, tout ce qu'on met dans la bouche est un élément très important, c'est-à-dire qu'on se nourrit. L'acte de se nourrir est un acte vital. L'acte de se nourrir est un acte, vraiment, c'est vital. On ne mange pas, on meurt. On est rattaché comme ça. Du point de vue psychologique, on rattache la vie à la nourriture. Donc, il s'agit de prendre donc tout ça qui est culturel et d'y mettre les bons préceptes. Donc, il n'y a aucune culture qui mange mal. Alors, non. attendez. Moi, vous me dites ça. Bon. Est-ce que j'ai mal compris la question? En Côte d'Ivoire, est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on mange bien en Côte d'Ivoire? Quand je pose la question, c'est de savoir est-ce que nos habitudes culturelles, puisque vous avez dit tout à l'heure que les habitudes culturelles, les habitudes alimentaires, ont en lien direct. En gros, moi, ce que je retiens, c'est que si on ne fait pas attention à notre alimentation, on peut en fait esquinter notre capital santé. Et donc, on peut, à terme, dans le cadre du sujet que nous débattons aujourd'hui, par une surconsommation de certains sucres, par un manque d'activité physique, développer à terme un diabète. Donc, entraîner un dysfonctionnement, un dérèglement de notre capacité à traiter de ce sucre. Donc, ça veut dire que moi, quand je fais une comparaison, puisque j'ai eu la chance de passer dans différents endroits du monde, donc je peux comparer, par exemple, nos habitudes alimentaires en Côte d'Ivoire avec les habitudes alimentaires, par exemple, dans certains États des États-Unis, avec certaines habitudes alimentaires qu'on a dans certains pays en Asie. Et j'ai été choqué, et j'ai mis du temps, par exemple, une fois en Asie, à Taïwan, en Chine, à Hong Kong, de réaliser à quel point, effectivement, les Asiatiques sont très conscients de l'impact sur leur santé de tel ou tel aliment. Et donc, mécaniquement, effectivement, ils vont manger de façon beaucoup plus équilibrée, j'ai pu le constater, que certains Américains dans certains États des États-Unis. Et quand je compare à la Côte d'Ivoire, je suis désolé, mais mon opinion est que notre nourriture en Côte d'Ivoire est loin d'être équilibrée. Et elle est très axée féculent. Donc, ça me fait peur. Voilà pourquoi je pose la question. Donc, allez, j'ai mis le pavé dans la mare pour dire, est-ce qu'on mange bien, Madame Moukouri, en Côte d'Ivoire? Ou du moins, est-ce qu'on pourrait manger mieux? Voilà. Alors, j'ai très bien compris. OK, j'ai très bien compris. C'est la prise de conscience qu'il faut avoir. Nous devons prendre conscience que pour avoir, quand je vais manger, par exemple, je dis n'importe quoi, je vais prendre mon plat d'attiqué avec du poisson, que je m'arrange à prendre aussi des légumes, que j'y ajoute des légumes, que j'ajoute plus de légumes. C'est-à-dire, une fois qu'on a pris conscience, c'est ce que je disais, une fois qu'on a pris conscience sur l'importance de tout manger et d'équilibrer, sur l'importance de certains aliments sur notre alimentation, on fait plus attention et on va aller chercher ces éléments-là pour venir les équilibrer. Alors, tous ces éléments sont présents. On les mange, tous ces éléments, mais peut-être on les mange d'une certaine façon, qu'il faudrait, avec une éducation alimentaire, les manger d'une autre façon ou encore les préparer d'une autre façon. C'est ça. En fait,
Mais soyons, madame, l'habitude alimentaire aussi est très familiale. Donc, au-delà d'être vraiment culture pays, c'est d'abord culture famille. Il y a des familles aussi en Côte d'Ivoire qui sont plus légumes, qui mangent aussi des légumes, des machins et tout, c'est plus famille, plus, moi je pense qu'il y a plus comment on dit, une prise de conscience sur l'importance d'équilibrer ses repas, c'est-à-dire d'équilibrer ses repas et de manger varié. Pour voir, voilà. Je vais Mais passer aussi, la quand vous pouvez, M. Axé, parce que aussi sur le plan alimentaire, il y a aussi l'accessibilité aux aliments qu'il faut prendre en compte parce qu'il y a des habitudes alimentaires qui se sont mises en place parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc, il y a un côté économique aussi. Exactement. Qu'il faut prendre. Voilà, il y a un côté économique aussi qu'il faut prendre en compte. Certains aimeraient manger différemment, mais le côté économique fait en sorte qu'ils se nourrissent comme ils peuvent. Donc, voilà. Je vais passer la parole à Coach Koné. Coach Koné, il y a un souci sur ta caméra, on ne te voit pas. Est-ce que tu peux parler, s'assurer qu'on t'entende? D'accord. Et là, est-ce que vous m'entendez? On t'entend. On ne te voit pas, mais on t'entend. Donc, ce n'est pas très grave. Donc, toi, tu es doctorant nutritionniste. Pour être clair et transparent avec tout le monde, donc tu fais partie de l'équipe Acacia, donc tu es coach nutritionniste et tu coaches effectivement nombre de nos clients, par exemple, sur le volet nutritionnel, de la nutrition. On a fait un lien tout à l'heure entre les habitudes alimentaires d'ordre même culturel, la mauvaise alimentation, le stockage de graisse, donc la graisse abdominale, les dérèglements, le dysfonctionnement et qui pourrait conduire à un diabète. Toi, aujourd'hui, coach Koné, concrètement, moi je repose la question, est-ce qu'on mange suffisamment bien en Côte d'Ivoire? Je ne dis pas qu'on n'a pas de quoi bien manger. La question c'est, est-ce qu'on a, comme a dit Madame Moukouri, est-ce qu'on est conscient que ce qu'on mange est bon ou pas, de ton point de vue, des clients que tu rencontres? Quel est ton regard, toi, sur la nourriture et quels conseils tu donnerais de façon concrète à ceux qui nous écoutent pour éviter ce type de maladie comme le diabète? D'accord, merci M. Axé. Bonsoir à tout le monde. Alors, en ce qui concerne la nourriture en Côte d'Ivoire, parce que cette question-là elle est un peu complexe, parce que quand tu demandes à quelqu'un, tu parles de nourriture, la personne va te dire tout de suite, je mange bien, parce que pour lui, il mange peut-être du poulet tous les jours, il a de l'argent pour acheter du poulet, ou bien manger de la loco. Donc, pour lui, il mange bien. Alors que manger bien, il s'agit d'avoir quelque chose d'équilibré et varié. Une alimentation équilibrée et variée. Quand on dit alimentation équilibrée, ça veut dire que dans son repas, il faut avoir tous les différents types d'aliments. Et à chaque fois, quand on dit varié, à chaque fois, il ne faut pas manger les mêmes choses. Parce que je prends un exemple, parce que j'aime de la tchéké, donc chaque jour je vais manger à tchéké. Et comme cela, on se dit qu'on mange bien parce qu'on mange ce qu'on veut tous les jours, alors que ce n'est pas équilibré. Maintenant, pour aller dans côté nourriture, si c'est bon ou c'est mauvais, on sait que ici tout ce que nous mangeons est gras et sucré, surtout de la tchéké, qui est une nourriture de base. La tchéké, c'est quelque chose de très sucré, contrairement à ce qu'on pense. Quand vous prenez une boule de 200 francs, c'est l'équivalent de 200, comment on appelle, 4 carreaux de sucre. Donc, ça veut dire que c'est très, très, très sucré. Donc, il faut vraiment faire attention. Et la remarque est pareille, hein, un peu partout. C'est un peu partout. Mais nous, on ne comprend pas. Il faut dire que les gens ne comprennent pas bien quand la notion de bien manger ou de ne pas manger. Donc, bien manger, ça ne veut pas dire être rassasié, déjà. Bien manger, ça, il ne s'agit pas de remplir le ventre. Ça veut dire qu'il faut manger, il faut avoir un repas complet. Ça veut dire que
vous avez les glucides qui sont représentés, vous avez les protéines qui sont représentées, vous avez les graisses qui sont représentées. Coach connaît, parlons terre à terre. Quand tu dis les glucides, les protéines, concrètement, donne-moi un exemple. Un plat, on est en Côte d'Ivoire, tu connais très bien. Oui, on est en Côte d'Ivoire, voilà. Par exemple, si vous mangez de la tchéké, oui. Vous mangez un plat d'attiéké ou un plat de garba, et l'attiéké représente les glucides. Vous avez les poissons qui représentent les protéines, et on a de l'huile qu'on met dessus qui, voilà, tout naturel, qui est du gras, et accompagné des condiments, que ce soit les piments, l'oignon, comment on appelle, tomates, qui sont des légumes, mais très riches en fibres. Et si on mange avec de la tchéké, avec tous ces éléments, tous ces différents aliments dedans, on pourrait dire que le repas est complet. Contrairement à quelqu'un qui va manger à tchéké et du poisson. Donc, et on a des quantités, on a des quantités qu'il faut respecter pour dire qu'on mange, on a un repas complet ou bien équilibré. C'est ça. Et c'est quoi en termes de quantité, grosso modo? En termes de quantité, bon, théoriquement, c'est facile à faire, mais bon, de façon pratique, c'est un peu compliqué, mais il faut savoir, dans les plats, il faut avoir un peu de tout quand même. Sinon, on va dire les protéines vont représenter entre 10 et 15%, et les glucides environ 60%, et les lipides environ 35%. Moi, je reviens de façon terre à terre. Voilà. Parce que le monsieur ou la dame, c'est notre clientèle, elle a son plat devant elle. Elle va manger dans un maquis, dans un restaurant ou concrètement, qu'est-ce que tu lui recommandes? Comment est-ce qu'elle garnit son assiette? Lipides, glucides, elle ne comprend pas. Donc, elle a de la tchéké, elle a des frites, elle a de la loco, elle a du foutou, elle a de l'igname, elle a du poisson, elle a de la viande, elle a du porc peut-être, elle a du poulet. Et puis, bon, moi, en Côte d'Ivoire, je ne vois pas beaucoup de légumes. Donc, oui, malheureusement, en Côte d'Ivoire, peu de légumes, peut-être sauf dans le tchèp. Donc, comment elle garnit son assiette pour qu'elle ait un repas équilibré? Bon, pour avoir un repas équilibré, par exemple, il a déjà parlé de la tchéké. Bon, si je prends le cas de la tchéké, par exemple, vous avez votre boule de 100 francs avec un poisson de 200 ou 300 francs. Là, on a déjà les glucides et les protéines. Et vous accompagnez avec les condiments que nous connaissons, que ce soit, on a l'oignon, on a la tomate, on a les piments, qui sont des éléments qui sont très riches en fibres, parce que malheureusement, on ne consomme pas assez de fibres, ce qui nous crée vraiment beaucoup de problèmes. Ça complique notre digestion. Or, lorsque le système digestif est atteint, c'est tout le système qui compose notre corps qui est atteint. C'est-à-dire le système nerveux, le système rénal est vraiment touché. Donc, nous ne vont pas... Parce que quand on mange, pour aller un peu, nous sommes en train de parler du diabète. Nous sommes en train de parler du diabète. Lorsqu'on mange, il faut tenir compte des organes de nutrition. Parce qu'il faut les protéger quand on mange. Donc, on va commencer par la flore intestinale. Et au niveau de la flore intestinale, vous avez des organes qui contribuent à la bonne digestion. Vous avez le foie, vous avez le pancréas, vous avez les reins. Donc, lorsqu'on mange, il faut tout d'abord, ce sont ces organes-là qu'il faut protéger. Et il y a Dr Conan qui a eu à parler du foie, il y a Madame Kouri qui a parlé du foie. Et ce foie-là, c'est le premier organe qui nous protège de toute toxicité. Parce que c'est le foie qui est placé en première position pour recueillir tout ce que nous consommons, à filtrer, à envoyer là où il faut pour que l'organisme puisse fonctionner bien dans son ensemble. Et lorsque nous avons une alimentation qui est pauvre en fibres, c'est-à-dire que la digestion sera mal faite, les aliments que nous sommes en train d'envoyer dans notre sang,
seront mal absorbés. Or, ça, c'est quand le foie n'arrive pas à jouer son rôle comme il le faut. Donc, pour revenir un peu à notre plat, lorsque vous avez votre plat d'attiéké, il faudrait que il y aura qu'il y ait une quantité de riz, pardon, d'attiéké bien définie, une portion de poisson bien définie, accompagnée de condiments, que ce soit l'oignon, tomate et tout ce que nous connaissons pour pouvoir accompagner de l'attiéké. Et l'huile, c'est à l'huile, il faut vraiment faire attention. Parce que l'huile qu'on prend pour frire nos poissons, là, c'est une huile qui est déjà carbonisée, donc n'est pas vraiment la bienvenue dans notre organisme. Donc là, il va... Ça, c'est encore d'autres problématiques, effectivement, que nous rencontrons dans certaines habitudes alimentaires. Madame Moukouri, je vous voyais sourire tout à l'heure lorsqu'on parlait de nos différents plats et capacités justement à bien manger. Donc, mais concrètement, moi, je reste toujours sur la question. C'est-à-dire que vous expliquez beaucoup de choses, mais pour l'Ivoirien lambda, normal, la personne qui va au travail, vous lui dites quoi? Parce que, par exemple, il n'y a pas beaucoup de légumes. Vous parlez d'un repas équilibré pour pouvoir éviter, je peux dire ça, si j'ai un repas équilibré tous les jours et que j'ai un minimum d'activité physique tous les jours, je réduis au maximum les chances de développer un diabète. Je peux tirer cette conclusion. Oui, oui. Parce que le diabète, comme on l'a dit, c'est une maladie qui est vraiment influencée par notre style de vie. Hein. Et donc, on est en train de parler de l'alimentation, il y a les niveaux d'activité physique et puis il y a nos habitudes toxiques, que selon que la personne fume ou bien boit de l'alcool. Donc, donc, il y a un lien. Il y a forcément un lien. Il y a forcément un lien. Donc, quand on parle de nutrition, ce n'est pas seulement l'alimentation, parce que la nutrition aussi inclut l'alimentation. C'est tout un ensemble de comportements qu'il faut adopter. C'est d'ailleurs... Oui. Il nous reste pas beaucoup de temps. On a déjà largement dépassé le cadre. J'ai une ou deux questions dans l'audience, mais très rapidement, Madame Moukouri et Docteur Conan, est-ce que vous avez des conseils précis à donner du coup à notre cadre, à notre maman, à notre papa qui se lève tous les matins, qui revient tard le soir, qui n'a pas le temps de manger le matin quand il se lève, qui arrive au bureau, qui mange un gros plat à midi parce qu'il a faim, qui rentre le soir tard et madame a préparé, ben, monsieur mange. Madame aussi, hein, quand elle rentre de son travail, si elle travaille, ben, elle mange avec son époux. Et quels conseils vous leur donnez concrètement pour éviter de développer tout un tas de problèmes qui pourraient conduire à un diabète? D'accord, je vais commencer. C'est un peu difficile. Comme je le disais un moment par rapport au changement de comportement, notre manière de travailler actuellement, tout cela fait que vraiment, c'est un peu difficile. Mais tout à l'heure, on parlait de l'apport comme des journaliers recommandés. En général, il est difficile que dans un seul plat, on ait tous ces éléments complets ou bien équilibrés. Mais il est arrivé que, comme c'est de la nutrition, du matin jusqu'au soir, il faut pouvoir manger, pour pouvoir au moins apporter à l'organisme tous les éléments que doit comporter un plat. Vous connaissez parler de glucides, lipides, et protéines, vitamines, voilà, du matin jusqu'au soir. Si tu n'as pas mangé dans un plat, tu as pris un café, tu ne pourras pas avoir de vitamines, de fruits. Donc, du matin jusqu'au soir, vraiment, il faut pouvoir apporter à l'organisme ce dont il a besoin. Maintenant, l'élément qui nous importe ici, c'est d'associer à tout cela l'activité sportive. Vraiment, on sait, parce que comme vous avez posé la question, je n'ai pas répondu. Vraiment, les Ivoiriens mangent bien. Nous, on mange bien. On mange bien selon nos cultures.
Mais ce qu'on n'associe pas actuellement là, c'est le sport. C'est l'activité physique qu'on ne fait pas qui fait que vraiment les maladies chroniques vraiment prennent de l'ampleur. Ajouter à cela, peut-être on ne va pas aborder la question, ajouter à cela les soucis, les stress et autres. Mais si on reste dans le cadre un peu voilà, de l'alimentation. Madame Moukouri, vous êtes d'accord avec ça? On mange bien, mais que le problème majeur proviendrait d'un manque d'activité physique? Alors, Monsieur Hatsé, si tout le monde m'a bien suivi depuis tout à l'heure, j'ai évité de dire on mange bien, on mange mal, parce que c'est très subjectif. D'accord? Moi, le conseil que je donne aux personnes qui viennent pour prendre conseil auprès de moi, pour me consulter, c'est vrai, il est difficile d'équilibrer le repas tel qu'il est scientifiquement dit. Et même au niveau des quantités, on va dire les légumes doivent représenter 50%, donc la portion de légumes doit être ça, comme ta main, et la protéine doit être ça. C'est très difficile pour la personne lambda. Alors, comme le docteur Conan l'a si bien dit, essayez de manger de tous les groupes d'aliments sur la journée, c'est déjà très bien. Et comme on ne peut pas manger tout, vraiment tout, l'alimentation est tellement vaste, aller sur un équilibrage sur la semaine. Ça veut dire que on varie, vraiment, c'est-à-dire que la variété, on mange de tout, vraiment varié sur la semaine. C'est-à-dire si on a mangé, je dis n'importe quoi, du poisson aujourd'hui, demain on mange du poulet, après on mange de la viande, et puis si on a mangé de la tchéké aujourd'hui, demain on mange du sorgho, après on mange du millet, après on prend du maïs, après on prend du haricot, après on prend de la loco, vraiment pour vraiment la diversification. Et ça, c'est plus facile pour le panier de la ménagère. Parce que quand on dit à une ménagère, compte tenu de la situation actuelle, cadre moyen ou haut cadre ou pas, qu'il faut faire un truc comme ça, directement, elle voit l'impact économique sur son budget qui n'est pas extensible. Le budget, il est là, mais il faut faire tout ça là-dedans avec le nombre de personnes qu'elle a à gérer à la maison. Donc, souvent, ça devient juste bon. On va être malade et on va soigner. Ça, c'est un commentaire. Je vais vous embêter un peu. Excusez-moi, je vais vous embêter un peu. Je vais vous embêter. Vous ne me laissez pas terminer. Oui, mais vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui m'embête, je vais revenir dessus après, mais allez-y. Allez-y. D'accord. Donc, ça, c'était pour répondre à la variété, au problème de variété, au problème de comment varier les repas. Parce qu'après, la personne qu'on a en face de nous, il est seul, mais il vit dans une famille. Et il ne va pas se détacher de cette famille pour manger. Donc, il faut que toute la famille puisse se retrouver là-dedans, en fait. Et c'est ça qui fait souvent toute la difficulté. Donc, moi, ça, c'est le conseil que je donne, qu'on essaye déjà de diversifier sur la semaine et dans la journée. Alors, ça, c'est le premier conseil. Maintenant, le deuxième conseil, moi, je vais revenir sur une habitude. Qui, au final, entraîne la faiblesse de l'organe, c'est-à-dire qui va fatiguer l'organe. Alors, cette habitude, c'est quoi? C'est la façon dont on déjeune. Je reviens sur la notion de déjeuner. Déjeuner veut dire sortir du jeûne. Quand on se couche à 19 h, on dort, on entre en situation de jeûne. Ça veut dire que après 4 heures de temps, 5 heures, chez certaines personnes, c'est 4-5 heures, on va entrer en situation de jeûne. Et en situation de jeûne, ce qui va se passer, c'est que l'organisme n'attend plus de ressources énergétiques via le circuit normal, c'est-à-dire que l'alimentation qu'on va manger et tout, il va aller chercher ailleurs. Ça veut dire qu'il va aller chercher l'énergie dans tout ce qu'il a stocké pour continuer à alimenter l'énergie basale. L'énergie basale, c'est quoi? C'est toute l'énergie qu'on a besoin pour vivre. C'est-à-dire que quand on est au repos, on ne fait rien, on dépense quand même de l'énergie parce que notre cerveau bouffe de l'énergie pour fonctionner même au repos, le cœur bouffe de l'énergie pour fonctionner même au repos et c'est ainsi pour tous les organes. Donc, on a ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est cette énergie-là. Alors, quand on est en situation de jeûne, l'organisme va aller puiser dans
dans ces réserves-là pour maintenir, pour pouvoir assurer ce métabolisme de base. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on ne déjeune pas correctement? C'est-à-dire qu'il y a un protocole pour sortir du jeûne. Quand on ne sort pas du jeûne normalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer une réaction de défense de l'organisme, parce que quand on va lui envoyer toute cette nourriture, boum, alors qu'il n'attend pas, on ne l'a pas préparé à recevoir, lui, il est déjà dans une autre dynamique. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va sursauter. C'est un peu comme vous êtes tout tranquille là et puis quelqu'un va, un grand bruit, vous allez sursauter. Et ce sursaut-là, j'essaie d'imager pour être comprise, ce sursaut-là fera en sorte qu'il va traiter l'information qui arrive sous forme de nourriture comme étant une agression. Donc, il va sécréter un trop-plein d'hormones, y compris l'insuline et tout ça, un trop-plein d'hormones, surtout si on a mangé très sucré. C'est pour ça souvent qu'on se rend compte, après avoir pris un petit déjeuner trop lourd, à un moment, on se sent énergétique et après, blagada. Parce qu'on va avoir un pic, c'est-à-dire, nous, on appelle ça l'hyperglycémie réactionnelle, bim, comme ça, et après, quand ça va passer, on va faire un pic, on va être fatigué, on va avoir le petit sommeil de 10 heures, on va avoir parce qu'on n'a pas suivi le protocole. Et c'est pareil quand on est resté toute la journée pour les cadres, notamment les personnes qui travaillent dans les bureaux, pas seulement les cadres, toutes les personnes qui travaillent dans les bureaux et qui ne peuvent pas s'alimenter correctement. Donc, il va courir le matin, il va juste prendre un petit truc. Après, il va aller de réunion en réunion et à 20 h, il va se retrouver à la maison. Il n'a pas mangé toute la journée et on a fait un bon plat de foutou, sauce graine et tout. Et il va se mettre ça dans l'organisme sans avoir suivi le protocole. Alors, où est-ce que je voudrais en venir? Toutes ces réactions de sursaut, ce stress que l'organisme va ressentir, à la fin de la journée, les organes vont se fatiguer, y compris le pancréas. À la fin de la journée, ils vont être fatigués, y compris le pancréas. Donc, il faut faire attention avec toutes ces petites, en fait, ça a l'air de rien, mais c'est sur le long terme, sur les années. On le fait jour après jour. Après, on l'a fait 365 fois. Après, on l'a fait 365 fois 1, fois 2, fois 3. On l'a fait pendant 15 ans. Et on se retrouve avec des personnes à l'âge de 40 ans, 50 ans, voilà, vraiment à la fleur de l'âge, qui vont avoir justement ces problèmes d'insuline de mauvaise qualité parce que l'organe, il est fatigué. Du coup, tu vois, vous me facilitez un peu ma question qui perdure. Est-ce qu'on mange bien? Parce que en fait, c'est plus complexe que ça. C'est pas juste la diversité de ce qu'on a ou ce qu'on peut se mettre sous la panse, mais c'est également, avec ce que vous venez de dire, Madame Moukouri, il y a vraiment une question d'habitude ou de mauvaise habitude. C'est-à-dire que si, quand vous sortez de votre moment de jeûne, vous avez le petit déjeuner normalement. J'aime bien, franchement, vous venez de m'apprendre quelque chose. Le déjeuner, on sort du jeûne. Ça, c'est très beau. Ça, moi, je n'avais même pas encore bien intégré ça dans ma tête. Donc, le petit déjeuner est normalement fait pour nous permettre de reprendre tout doucement le pas sur le... C'est ça, normalement? Exactement, pour arriver au déjeuner. Pour arriver au déjeuner. Docteur Conan, donc s'il y a un conseil, vous diriez ne sautez pas le petit déjeuner, essayez de prendre une petite collation le matin quand même avant de manger à midi. Est-ce que c'est un conseil qu'on peut donner aux gens? Normalement, c'est un conseil qu'on peut donner aux gens, mais bon, tout à l'heure, on parlait de nutrition qui est un peu culturelle. Chaque fois qu'on va parler de bien manger, on va parler de culture. C'est un peu difficile, mais bon, avec les études, on devrait pouvoir au moins peut-être amener la population à suivre un équilibre, un idéal. Donc, peut-être c'est ça qui va parler de l'idéal à côté du côté qu'on appelle le bien. Donc, comme on le dit, avec les études, comme Mme Moukouri vient de le dire, avec les études, s'il est prouvé que le petit déjeuner, c'est vraiment petit déjeuner,
On va faire le grand déjeuner à la place du petit. Déjeuner. Et voilà, avant d'aller au grand Voilà. déjeuner, pendant qu'à l'heure du grand déjeuner ou bien l'heure du déjeuner même, tu n'as pas le temps de manger. Vous voyez un peu, elle disait que voilà, en cours de réunion en réunion, pendant que lorsque le déjeuner arrive, tu n'as même pas le temps, tu n'es pas disponible pour manger. Donc, ce qui fait que il y a des personnes qui font le contraire. Ils prennent au cours du petit déjeuner, ils prennent le déjeuner en même temps et ça fait pour la journée. Bon, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat. C'est un peu délicat, vraiment. Oui. Madame Moukouri, oui. Voilà. Ce que je voudrais ajouter à ça, qui, à mon sens, est d'ailleurs le plus important, parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la chrononutrition, c'est-à-dire que manger à des heures précises. Voilà. Alors, ce qui est le plus important, c'est que si on fonctionne plutôt quand on prend un petit déjeuner à l'anglaise, c'est-à-dire que c'est vraiment le brunch là, Voilà. il est important de commencer par une boisson, de l'eau, une boisson pas glacée, de l'eau tiède, après, et tout, d'entrer progressivement. Et après, prendre son petit déjeuner gargantuesque qui va nous apporter l'énergie pour pouvoir tenir. Maintenant, quand on a passé dans toute cette journée, après avoir pris juste le petit déjeuner et qu'on est à 19 h pour le prochain repas, il faut se donner la peine de suivre le même protocole de déjeuner. C'est-à-dire qu'on va prendre d'abord son verre d'eau, après on va prendre un fruit. Vous voyez qu'on entre progressivement. Après, on va prendre un fruit. Alors, en attendant qu'on dresse la table, on peut grignoter des noix de cajou. Par exemple, on peut prendre des petites noix de cajou comme ça. Je préfère ça aux dattes parce que les dattes, si on ne les a pas sucrées, si on ne les a pas non sucrées, les dattes peuvent être juste très, très, très sucrées. OK, donc on peut prendre une poignée de noix de cajou pendant qu'on est en train de dresser la table. Là, on est sorti du jeûne et on est apprêté pour manger son plat de foutou sauce graine. Donc, l'organisme, il attend ça, en fait. C'est ce qui est important, en fait. Oui. Pour moi, à mon sens, c'est ce qui est important. C'est-à-dire que pouvoir préparer l'organisme à recevoir cet aliment-là. À recevoir, voilà, cet aliment-là. C'est ça qui est important. Et le dîner. Et le dîner. Et le dîner. Le dîner doit être composé de comment Moukouri peut nous aider un peu le dîner. Alors, déjà, il ne faut pas dîner trop tard, sinon on ne dort pas bien, on n'a pas un sommeil profond. Donc, et ensuite, il faut vraiment, autant qu'on peut, prendre plus de légumes, plus des bouillons et des soupes, parce que, bon, le blanc appelait ça souper, parce que c'est vraiment le moment où on va manger léger. Parce que si on mange trop lourd, la digestion, elle est prioritaire. Ça veut dire le corps arrête tout ce qu'il est en train de faire pour vaquer à l'occupation de digestion. Et je voudrais attirer l'attention également sur, parce qu'on a un phénomène actuellement, oui, bon, je vais appeler, bon, on fait les détox, c'est très bien les détox, mais quand ça devient un phénomène de mode, nous, naturopathes, on dit attention, parce que tout ce qui devient phénomène, tout ce qui devient, qui entre dans la grosse mouvance, la mode, il faut faire attention parce qu'après, il peut y avoir des dérives. D'accord? Le corps est programmé pour se détoxiner tout seul. Il faut juste lui donner le temps. C'est pour ça qu'on a le jeûne fonctionnel. Donc, quand on a mangé à 19 h, 2 heures de temps à peu près avant de dormir, quand on va dormir et on va se réveiller à 6 h, on a fait ces 8 heures de sommeil. Pendant ce temps, c'est pendant ce temps que le corps se détoxine tout seul. Il va faire son balayage, son nettoyage et tout. Et c'est visible même avec les premières urines du matin qui vont être foncées, qui peuvent être très odorantes et tout et tout. J'en passe. On en arrive effectivement à beaucoup de choses. Et je pense qu'on devrait faire un autre webinaire du coup sur l'alimentation parce que je crois que ça intéresse plus de monde. Alors, voilà. Alors, j'ai une main levée. Voilà, j'ai quand même une main levée dans l'audience. Voilà, je vais essayer de lui donner le micro. Monsieur ou Madame Soro, je ne sais pas si vous nous recevez. Son micro est fermé. Non, j'ai activé le micro. D'accord.
Monsieur, Madame Soro, vous nous recevez? Bon, le temps qu'il puisse s'exprimer. Oui, allez-y, oui. Allô? Allô? Allô, vous me recevez? Oui, oui. Excusez-moi, je suis un peu en déplacement, le réseau est bizarre ici. Alors donc, bonsoir, messieurs et mesdames. Je suis le webinaire depuis le départ, mais je suis un peu en déplacement, donc la connexion est un peu difficile ici. Allez-y, allez-y, on vous reçoit 5 sur 5. Voilà, Dieu merci. Donc, effectivement, pour la question de la nutrition, par madame. Il a fermé le micro. Votre micro est fermé, Monsieur Soro. Il faut réactiver le micro, sinon on ne vous entend pas. Les questions de la nutrition intéressent énormément de monde parce qu'effectivement, finalement, c'est ça que nous devons apprendre à gérer au mieux pour éviter de développer certaines maladies. Et l'activité physique. Et l'activité physique. J'ai quelques chiffres d'ailleurs à communiquer. Monsieur Soro, vous êtes là? Monsieur Soro? Bon, là, on a du mal. J'ai une autre main levée. Je vais donner la parole à Monsieur Koné. J'ai un autre Koné. Monsieur Koné, vous avez une question? Oui, bonsoir à tous. J'ai effectivement une question. Allez-y. Ok, donc merci à tous les panélistes pour les brillantes informations. Ma question concerne l'aspect sur le diabète lié aux antécédents familiaux. Je voudrais demander au docteur Conan, c'est vrai, j'ai entendu parler des deux types de diabète et aussi je veux dire, l'alimentation, tout ce qu'il y a comme contrainte qui peut pousser au diabète, mais est-ce qu'il y a un lien lié aux antécédents familiaux, notamment l'aspect héréditaire? Est-ce que pour un sujet qui a des parents qui ont le diabète, il y a une certaine probabilité élevée de aussi être diabétique, même si on n'a pas un déséquilibre en alimentation ou une carence en activité sportive, par exemple. Merci. Merci à vous, docteur Conan. Oui, M. Assine. Oui, j'ai écouté la question concernant l'hérédité au niveau du diabète. Bon, dans notre exposé, peut-être qu'on n'a pas encore abordé la partie comment l'éviter, comment éviter le diabète. Voilà. Concernant l'hérédité, ce n'est pas à 100%. On parle d'une hérédité au premier degré de la fratrie, c'est-à-dire papa, maman, les grands-parents, et puis au niveau des enfants. Ça ne veut pas dire que c'est automatique lorsque un parent est diabétique que les enfants l'ont. Dans ce cas d'hérédité ou bien de fratrie, on peut éviter le diabète lorsque on sait qu'un parent est diabétique, surtout quand la maman est diabétique. Vraiment, les enfants peuvent l'avoir aussi facilement. Mais dès que tu sais que tu as un parent diabétique, à toi maintenant de faire très attention dans ta nourriture, au niveau des activités sportives. Donc, dès que tu as un parent diabétique, tu n'es pas automatiquement diabétique, mais tu es sujet au diabète à tout moment. Donc, à toi maintenant de faire les efforts, de suivre les conseils des nutritionnistes, des diabétologues pour éviter au maximum l'apparition du diabète. Parce que tôt ou tard, tu peux avoir le diabète dans la vieillesse, dans la soixantaine d'années, tu peux l'avoir. Lorsque tu dis sur la terre, même nous tous, même si on dit un peu, le pancréas peut être fatigué et puis maintenant on peut avoir le diabète. Mais là, dans ce cas-là, si un parent diabétique, ça ne veut pas dire qu'on est automatiquement, ce n'est pas une hérédité ou concernant d'autres types d'hérédité où dès que le parent a, tu as 70%, tu as 80% ou bien tu as 100% à avoir le diabète. Concernant la drépanocytose, si papa et maman sont drépanocytaires, toi, selon le type de drépanocytose, tu peux l'avoir. Sur le diabétique, ce n'est pas obligé. Et dès que tu sais que tu es un parent diabétique, fais un effort
pour l'éviter. Et il y a plusieurs mécanismes vraiment pour retarder ou pour éviter le diabète. C'est ce que je peux dire sur ce point. OK. Monsieur Koné, c'est bon, ils ont répondu à votre question? Docteur, oui, parfaitement. Merci beaucoup, c'est bien noté. Je suis aussi tout attentif, tout oui par rapport aux formules pour éviter le diabète. Je pense que ça va venir tout à l'heure dans votre exposé. Voilà, donc on attend aussi la suite sur les moyens pour éviter ou pour réduire la probabilité d'être atteint de diabète. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. D'accord, merci. Mais docteur Konon, je pense que vous l'avez un peu abordé. Finalement, vous dites attention à ce qu'on mange. Oui, on a abordé la question déjà. Hein. Pour éviter le diabète, les premières définitions du diabète, nous disons que c'est une hérédité ou bien un dysfonctionnement au niveau environnemental qui fait qu'on a le diabète. Maintenant, on a vu que ce n'est pas forcément une hérédité, mais c'est le manque même d'insuline et c'est le dysfonctionnement de l'insuline lorsqu'elle est présente, ce qui entraîne le diabète. Comme je suis en train de le dire, un parent diabétique ne signifie pas que l'enfant ou frère et soeur est automatiquement diabétique. Un parent diabétique, maintenant quand tu as un parent diabétique, pour l'éviter, il faut faire du sport. Il ne faut pas aller consommer beaucoup sucré. Il faut rester strict dans ce qu'on fait. Consommer moins sucré, moins gras surtout. Moins sucré, moins gras. Alors, quand vous dites moins sucré, pour que ce soit clair pour tout le monde, ça veut dire attention aux féculents. Donc, le riz, le foutou, l'igname, le manioc, la tchéké, la banane. Attention à ces aliments-là, parce qu'ils ne sont pas sucrés dans la bouche. Ils sont sucrés pour le corps. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Bon, on est d'accord, mais concernant le sucré, pour éviter le diabète, la première des choses, c'est le sucre surajouté. C'est le sucre surajouté. Dans les confiseries, dans la pâtisserie, dans le café qu'on prend, les sucres, les carreaux de sucre, les sucres qu'on met dans nos trucs, dans la consommation de nos nyamakoudi, de nos, comment dirais-je, bissap, dans la consommation de la bière, de l'alcool, voilà. Ça vraiment donne beaucoup d'énergie et ça augmente même le taux d'avoir facilement le... Sinon, si ce n'est que la simple alimentation, vraiment, ça peut nous éviter beaucoup. Mais l'alimentation, mais pas en quantité exagérée, puisque quand tu exagères, tu grossis. En grossissant, tu sais que tu n'es pas en train de faire respecter ce qu'on te demande. Donc, éviter de grossir, on peut dire ça aussi. Éviter de grossir pour une personne dont le parent est diabétique. Éviter de grossir, éviter les sucreries surajoutées. Mais que ton parent soit diabétique ou pas, finalement. Encore plus si tu es un parent diabétique. Si tu as un parent diabétique, là, il faut faire très strict. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas un parent diabétique, on peut l'avoir aussi. Si tu n'as pas un parent diabétique, tu ne suis pas les conseils que nous, on est en train de donner, tu peux l'avoir, mais peut-être tardivement, en 50, 60 ans. Par rapport à l'autre où, à 30 ans, 20 ans, il peut avoir facilement le diabète parce qu'un parent est diabétique. D'accord. Je nous réserve à chacun vraiment pas plus de 2-3 minutes parce qu'on doit malheureusement conclure ce webinaire. Ça va faire quand même... on a bien exagéré sur le temps. Les participants sont restés, donc ça montre que la question les intéresse. Coach Koné, avant que tu n'interviennes, il y a notre invité Soro qui est revenu. Je vais tenter de lui redonner la parole. Monsieur Soro, je vous ai redonné le micro. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous pouvez tenter de vous exprimer, poser votre question. Monsieur Soro? Il a un problème de réseau. Ouais. Comme il a réussi à se connecter. Allez-y, monsieur Soro. Allez-y, on vous entend. Monsieur Soro, bon, il n'arrive pas à parler. Éventuellement, monsieur Soro, tapez la question dans le chat. Voilà, il y a des messages que vous pouvez taper pour avoir la question.
pour qu'on puisse lire la question à votre place. Il y avait d'ailleurs une autre question de M. Freedom tout à l'heure qui voulait savoir, et si le taux de sucre n'est pas suffisant dans le corps, est-ce qu'on risque de développer une maladie? Donc lui, il pose la question inverse. On a dit trop de sucre, ça peut poser problème, mais si on n'en a pas assez. Si on n'en a pas assez, c'est une maladie, c'est pas une bon, c'est un signe. Si on n'en a pas assez, on parle d'hypoglycémie. Hypoglycémie. Et là même, enfin, en cas d'hypoglycémie, l'hypoglycémie est plus mauvais que l'hyperglycémie. En cas d'hypoglycémie, on peut en mourir en l'espace d'une journée, 2 journées ou bien de quelques heures, selon le taux d'hypoglycémie. Alors que l'hyperglycémie, on va mourir au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Coach Koné, tu voulais... On peut situer, on est en hypoglycémie lorsque on a un taux inférieur à 0,70 grammes par litre de sucre. C'est ce que je peux dire. Ouais, et là, on se sent quand même étourdi, on ne va pas bien du tout et en général. Mais ça peut être là aussi dû à un dérèglement, pas simplement parce qu'on a faim ou parce qu'on n'a pas assez mangé. Ça peut vraiment être dû à un dérèglement aussi. On n'a pas assez mangé parce qu'on a pris trop de médicaments de diabète aussi. Parce qu'on a consommé une quantité de médicaments qu'il ne faut pas. Et puis, ça peut faire baisser le sucre dans le sang ou bien parce qu'on n'a pas mangé pendant longtemps. C'est ça, d'accord. Coach Koné, je te laisse la parole. Tu voulais parler 2-3 minutes à chacun pour conclure, pour donner une conclusion un peu à tout ça. Qu'est-ce que c'est que le diabète? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter? D'accord. Merci. C'était pour revenir un peu au monsieur qui a posé la question de savoir sur l'hérédité concernant le diabète. Et on a parlé vous avez parlé de féculents, il revient là-dessus. Au fait, pour quelqu'un qui sait qu'il a des antécédents, doit éviter d'être en surpoids ou d'être obèse. Donc, ça veut dire qu'il faut commencer par faire attention à tout ce que vous mangez, comme ce que M. Dr Koné a déjà dit. Mais vous avez parlé de supprimer des féculents. Je dirais, supprimer les féculents, c'est aller trop fort. Il faut commencer d'ailleurs par supprimer les sucres rapides. Donc, avant d'arriver, parce qu'il y a deux catégories de sucres. Il y a les sucres qui sont rapides, il y a les sucres qui sont lents. Dans la catégorie des féculents. Les sucres rapides, on parle de sucres rapides, les sucres qu'on trouve dans les boutiques, les glucoses, dans nos produits industriels. Donc, c'est du sucre qui passe rapidement dans le sang lorsqu'on les consomme. Par contre, vous avez parlé des féculents, il veut dire les féculents, avant de supprimer, il faut commencer par supprimer les plus rapides avant d'arriver sur les féculents. Maintenant, on va supprimer par ordre décroissant d'indice glycémique. C'est ça. Voilà. Mais une fois que vous arrivez à choisir ces féculents-là, maintenant, ça va dépendre du mode de préparation. Parce que c'est vrai, vous avez choisi peut-être des aliments qui contiennent du sucre lent, mais le mode de préparation aussi joue un rôle important dans la charge glycémique qu'induit cet aliment. Donc, quand on est face à un diabétique, on ne supprime pas tout parce que la personne est déjà malheureuse. Vous venez la rendre, si vous supprimez tout, vous risquez de rendre plus malheureux quelqu'un qui est déjà malheureux. Donc, il faut savoir, c'est là on va mettre l'accent sur le type de diabétique qui est en face de nous. Parce qu'il faut savoir face à qui on est avant de commencer à supprimer. Et bon, moi, encore une fois, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que tout le monde est potentiellement diabétique. Potentiellement diabétique. Il y a ceux qui en héritent de par leurs parents, il y a ceux qui, comme nous tous ici, pourrions devenir diabétiques avec le temps à cause de mauvaises habitudes, entre autres alimentaires, et un manque d'activité aussi, et un manque d'activité physique. Effectivement, lorsque nous mangeons, nous abusons un peu quand on arrive au diabète, ça veut dire que nous avons abusé du sucre, donc les glucides. Alors que le sucre en lui-même n'est pas mauvais, on en a besoin pour
pour le bon fonctionnement de notre corps. C'est comme c'est le carburant de notre corps. C'est quand on abuse qu'il y a un problème. C'est quand on abuse qu'il y a un problème. Donc, il faut pas exagérer. Et chez nous, en nutrition, on dirait que, comme on a parlé de façon théorique, quand on parle de telle quantité, il faut consommer pour avoir un plat complet, il faut consommer telle quantité de protéines, de glucides et autres. Non, pratiquement, c'est difficile. On ne peut pas faire ça. Comme ils ont eu à dire, Madame Moukouri, Dr Konan, il faut manger un peu de tout. Il n'y a pas de mauvais aliments. Au fait, c'est la quantité et la fréquence de consommation qui posent problème. Une fois qu'on arrive à développer une conscience nutritionnelle, et la méthode de cuisson, comme tu viens de le dire. Oui, la méthode de cuisson. Comme tu viens de le dire. Par exemple, des féculents qui sont frits n'ont pas la même charge glycémique que des féculents qui sont cuits à vapeur. À vapeur. Voilà. Très bien, donc ça va être le mot de la conclusion. Je vais repasser la parole à Madame Moukouri. Madame Moukouri, votre mot de conclusion pour ce webinaire, qu'est-ce que c'est que le diabète? Comment est-ce qu'on fait pour l'éviter concrètement? Alors, merci Monsieur Atsé pour ce moment qu'on a passé ensemble et toutes les informations qu'on a partagées. Alors, mon mot de fin, il résume un peu en 3 points. Une bonne hygiène alimentaire. Vous allez remarquer que je n'ai pas dit une bonne nutrition, mais une bonne hygiène alimentaire. Une bonne hygiène alimentaire, c'est très important. Ensuite, une bonne gestion des émotions. Une bonne gestion des émotions. Je reviens sur la gestion des émotions. Pourquoi? Parce qu'on a aussi ce qu'on appelle une alimentation émotionnelle. Ça veut dire que le sucre, on a traité de la problématique du sucre. Le sucre, on le rattache à la douceur. On le rattache à la tendresse, à l'amour, au réconfort, le goût sucré. Donc, quand on est tout petit même, c'est-à-dire au sein de maman et tout, la façon dont nous récompensons même les enfants, nous les éduquons au sucre. Nous leur apprenons que le sucre est réconfortant. Donc, on va chercher le goût sucré. On va chercher le goût sucré quand on se sent mal, quand on se sent stressé, on va chercher le goût sucré. Du coup, on a une éducation au sucre qui est mise en place et qui fait en sorte que nous sommes prédisposés, entre guillemets, à manger du sucre. Donc, on doit faire attention à ce volet-là qui est tout aussi important. Je prends toujours l'image de la dame qui se sent mal et elle va se prendre un morceau de gâteau parce que c'est réconfortant pour elle. Donc, il faut faire attention à ce volet-là, comment on gère le stress et faire attention à l'alimentation émotionnelle. C'est-à-dire manger suivant ses émotions. Faire attention parce que ça fait qu'on tombe dans les abus alimentaires, comme disait M. Koné tout à l'heure. Ça fait qu'on tombe dans les abus. Alors, le 3e point, l'exercice physique. Alors, il faut déjà se dire que tous les mouvements comptent. Tous les mouvements comptent. Il ne faut pas être statique, il faut être dans le mouvement. Alors, l'exercice physique va nous permettre de brûler le surcroît d'énergie. C'est-à-dire pour éviter le surpoids, on a parlé du surpoids, qu'il fallait éviter le surpoids. Pour éviter le surpoids, augmenter sa masse musculaire parce que le plus gros consommateur d'énergie aussi, c'est la masse musculaire. On consomme énormément d'énergie. Donc, il faut augmenter sa masse musculaire en faisant du sport. Alors, j'ai apporté quelques chiffres de recommandations de l'OMS en termes de durée d'activité physique et d'intensité pour que ça ait un impact sur la santé. Alors, l'OMS nous recommande de 5 à 15 ans, au moins 60 minutes d'activité d'intensité modérée chaque jour, c'est-à-dire la marche, voilà, mais pour les enfants à cet âge-là, généralement, ils bougent beaucoup. Donc, ça ne pose pas vraiment de problème. La tranche qui commence à avoir des problèmes, c'est les 18 à 64 ans. Les 18 à 64 ans,
où il est recommandé d'avoir un minimum de 150 minutes à 300 minutes d'activité d'intensité modérée par jour et 150 minutes d'activité intense et en incorporant 2 fois par semaine du renforcement musculaire. Et il est conseillé également de varier l'activité physique. C'est-à-dire, il ne faut pas faire un seul sport. C'est-à-dire, je ne fais que du marathon, par exemple, ou je ne fais que du stretching en salle. Non, il faut marcher, il faut faire du yoga, il faut faire, voilà, il faut varier. Il faut varier son activité physique et il est aussi important sur le plan de l'activité physique de le faire régulièrement. C'est-à-dire, même si on n'arrive pas à faire les 150 minutes parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas si, on se cale quand même 30 minutes de marche, 30 minutes tous les jours, c'est très important, 30 à 45 minutes, c'est très important d'avoir cette régularité-là. Plutôt que, comme on le voit souvent, les personnes, ils vont aller le samedi, ils vont faire 2 heures de sport, ils n'ont rien fait dans la semaine, ils vont faire 2 heures de sport, c'est très bien, mais seulement après, comme ils vont être épuisés, ils vont avoir tout un ensemble de comportements autour. Ça veut dire qu'après, on va se retrouver avec des amis pour boire du bouillon, pour boire de la bière, voilà, on va voir l'après-sport avec des amis quand on organise en amitié et tout. Et c'est tout ce comportement-là qu'on va mettre autour qui fera en sorte que le bénéfice même pour notre santé ne sera pas là. Donc, il vaut mieux essayer d'être dans la régularité tous les jours, faire quelque chose de régulier tous les jours. Voilà pour le mot de conclusion. Très bien, ben, je pense que c'est clair, c'est assez complexe finalement, mais bon, il y a des petites choses simples à faire. Docteur Conan, votre mot de la fin, qu'est-ce que c'est que le diabète et comment l'éviter? Votre micro est désactivé. Toutes mes excuses. Voilà, merci beaucoup. C'est activé, hein? Oui, oui, oui. Ok, d'accord. On ne peut pas vraiment aborder le thème du diabète en une seule journée, surtout en 1 heure. Bon, on vient de dire que... On en a passé 2 là. Hein. Oui. on a mélangé un peu avec la nutrition. D'accord. J'ai compris. Donc, on vient de dire que le diabète résulte vraiment d'un trouble métabolique. C'est un trouble métabolique. C'est un dysfonctionnement de l'utilisation de l'insuline, ou soit c'est un manque de l'insuline et lorsque tu as perdu, ça entraîne ce qu'on appelle l'hyperglycémie et qui est le diabète. Et donc, le diabète vraiment est une maladie insidieuse, comme on le dit. C'est une maladie souvent qui ne se signale pas. Il a été dit que 70% des Africains s'ignorent. 70% des diabétiques africains, surtout en Afrique subsaharienne, ils s'ignorent. Donc, c'est à cause de ça, vraiment, on fait les campagnes de dépistage souvent en masse pour pouvoir vraiment toucher ces personnes-là et puis les traiter. Et donc, on demande à tout un chacun vraiment de se faire dépister. C'est pas cher, même si on ne le fait pas gratuitement pour tout le monde, c'est pas cher, c'est 1000 francs pour savoir ce qu'on a et puis maintenant, le plus tôt possible, de traiter pour éviter les complications que sont, hein, on a parlé des complications que sont les AVC, accidents vasculaires cérébraux, hein, que sont les problèmes d'yeux, hein, ça entraîne souvent la cécité, que sont les problèmes de cardiopathie, les problèmes de cœur, les problèmes d'insuffisance rénale pour les reins, et chez l'homme, c'est la faiblesse sexuelle, hein, qui peut en résulter, et puis un autre élément qui est grave, ça entraîne souvent les amputations. Maintenant, pour l'éviter, on souhaiterait que vraiment, comme on vient de le dire, au niveau de la nutrition, qu'on veut éviter le diabète, on va directement sur la nutrition et sur les activités sportives. Madame Moukouri vient de dire ce que l'OMS préconise. Vraiment, il faut le faire. Il faut le faire, même si on n'arrive pas à faire ce que l'OMS fait, mais il faut faire le sport
Et lorsqu'on a fini le sport, il ne faut pas aller encore engranger encore beaucoup de choses que le sport a pu t'aider à éviter. Après le sport, te mettre à boire combien de litres, un casier de bière, un casier de vin, tu n'auras rien fait, pratiquement rien fait. Et donc, pour éviter, il faut manger sainement, faut manger moins sucré, moins gras, il faut éviter de grossir. Et tout cela, pour pouvoir le faire, il faut faire le sport. Parce qu'on aura toujours des moments d'exagérer un peu. Et quand tu as exagéré un peu là, il faut rattraper cela en faisant le sport. Vraiment, je voudrais m'en arrêter là. Et je voudrais dire merci à M. Assé. Je voudrais dire merci à Coach Koné. Je dis merci aussi à Mme Moukouri pour son intervention. Et j'ose croire qu'on aura encore d'autres moments pour se rencontrer pour les webinaires. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous, docteur Conan. Merci à vous, Madame Moukouri, coach Koné. Merci à tous les participants. À Acacia, donc je répétais, je disais tout à l'heure, on est très engagé effectivement sur ces thématiques. Nombre de nos clients effectivement recherchent des solutions naturelles pour leur santé, donc nous leur en proposons quelques-unes, mais nous savons fort bien que tout ce que nous proposons, qui sont des solutions intéressantes, pratiquées par nombre d'autres cultures, s'avèrent avoir un certain impact, certes, mais il n'y a pas de panacée. Il n'y a pas de baguette magique pour lutter contre l'obésité ou le diabète ou les maladies cardiovasculaires ou l'hypertension. C'est un ensemble, c'est un tout. On vient de le démontrer ici que c'est très complexe en réalité, qu'il faut parler à son médecin, qu'il faut aller voir des naturothérapeutes parfois, des phytothérapeutes parfois. Cet équilibre est très complexe. C'est pour ça que nous avons, nous, dans nos équipes, un coach nutritionniste. C'est pour ça qu'on parle avec des docteurs comme Dr Conan. C'est pour ça qu'on se rapproche de naturothérapeutes comme Madame Moukouri, dont le cabinet Roulis Essence fournit un service fantastique. Nous espérons rester cette plateforme où nous pouvons travailler avec des sachants, où nous pouvons jouer ce rôle, ce pont, on va dire, entre les clients que nous avons, qui arrivent avec bon nombre de questions, de problématiques, et ce que la médecine, parfois traditionnelle, parfois occidentale, peut offrir comme solution. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Il sera en tout cas enregistré et retransmis en partie ou en totalité, on verra sur certaines plateformes. Merci encore à tout le monde d'y avoir participé et merci pour vos questions. Et je vous dis à très bientôt et à très très vite, je l'espère, sur nos réseaux. Voilà, je pense que c'est vraiment le dernier mot de la fin. Merci à tous. Merci. Bon appétit, mangez équilibré et faites du sport tous les jours. Voilà la conclusion. Ok, au revoir. Très bien, merci. Au revoir, à bientôt. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir, monsieur Atsé. Allez, je mets fin à la réunion.